Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk ce matin est le maire de Nice et vice-président du parti Horizon. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Christian Estrosi. Bonjour. C'est une journée décisive et le mot vraiment n'est pas galvaudé pour l'exécutif sur la réforme des retraites. Après l'accord hier à l'issue de la commission mixte paritaire, c'est l'heure du choix. Emmanuel Macron, le président, veut aller au vote. En tous les cas, il a fait savoir qu'il voulait y aller. Et dans le même temps, Christian Estrosi, on ne sait pas avec certitude s'il y aura une majorité sur le texte à l'Assemblée. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes convaincu qu'il faut éviter à tout prix le 49.3 ? Naturellement, si le président a l'assurance dans son décompte que l'on peut éviter le 49.3, il est souhaitable de pouvoir l'éviter. Mais nous savons que nous sommes sur un équilibre précaire et que cette loi, c'est un impératif, doit passer. Pardon si je fais un tout petit peu de pédagogie, sans doute. Juste avant, pardonnez-moi, est-ce que vous pensez, puisque vous dites sur le décompte c'est essentiel, on va y venir, mais vous pensez encore que le gouvernement peut éviter l'utilisation de cet outil aujourd'hui ? Mais moi je veux sensibiliser les Français, les électeurs, les parlementaires qui sont concernés. Car on n'a pas dit suffisamment clairement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment encore d'actifs pour payer la pension ça fait des mois, retraités, des semaines qu'on le dit. Apparemment, là on n'en est plus là. Là c'est l'heure du choix. Qui vote, qui ne vote pas. Et est-ce qu'on y va ? Mais ça reste le sujet. Mais les députés l'ont compris quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut augmenter les cotisations ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut baisser les pensions ? Donc, c'est un impératif. Il faut que cette loi passe. Soit parce qu'il y a une majorité de parlementaires qui vont la voter, soit parce qu'on utilise le 49.3. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? D'une manière ou d'une autre, elle doit passer. Bien, bon. Mais est-ce que le 49.3 c'est le pire du pire, comme a dit Philippe Martinez, ou encore c'est un vice démocratique, comme dit Laurent Berger, ou est-ce qu'ils ont tort et que c'est un outil finalement constitutionnel ? Écoutez, moi j'ai été pendant près de 22 ans parlementaire, des 49.3, sous les gouvernements de Lionel Jospin, qui était lui-même en majorité relative quand moi j'étais sur les bancs du RPR, a été utilisé je ne sais combien de fois. Et comment vous avez réagi à ce moment-là ? Lorsque nous étions nous-mêmes au pouvoir à plusieurs reprises, nous l'avons utilisé je ne sais combien de fois, et alors ça n'émouvait personne sur les bancs de l'Assemblée nationale lorsque le Premier ministre arrivait en disant j'ai décidé au moment où nous sommes au cœur de la discussion de tel texte de mettre en œuvre l'application du 49.3. Monsieur Estrosi, je me souviens de vous, c'était même la loi Macron, vous aviez dit que c'était une sorte de coup d'État à ce moment-là quand le 49.3 avait été dégainé. Vous avez employé cette expression, je m'en souviens. Oui, mais vous en souvenez aussi. Parce que ça fait partie de ce rôle que je déteste au fond, et lorsque je regarde quelques années en arrière, lorsque j'étais dans ce type de posture, je dois dire que c'est pas la plus belle posture qui soit. Il faut faire preuve d'humilité et se dire que la démocratie est organisée autour d'une constitution qui a été bien bâtie par le général de Gaulle, et que cette disposition a permis que nous ayons des réformes structurelles, que nous soyons capables de moderniser plus vite notre pays. Donc ce n'est pas un aveu de faiblesse, ni un acte d'autoritarisme, ce 49.3. C'est un des outils de la démocratie dans notre Constitution qui a été appliqué par tous les gouvernements de gauche et de droite. Et pour moi, ça n'est pas antinomique que de l'utiliser. Avant de parler de vos anciens amis, permettez-moi de les appeler ainsi, les Républicains. Voyons la majorité. Vous êtes numéro 2 d'un parti qui s'appelle Horizon et qui fait partie de la majorité. Christian Estrosi, il y a un député Horizon, député de la Mayenne, monsieur Yannick Favennec, qui votera contre. Il y a un autre député Horizon, André Villiers, qui hésite. Au final, on dit que sur l'ensemble de votre groupe, 29 députés, il n'y en aurait que 26 qui voteraient. Vous êtes d'accord avec ce décompte jusqu'à cet instant T ? Moi, je n'ai pas de décompte et j'incite en tout cas à la totalité des parlementaires qui sont membres de la majorité, qu'ils soient dans Renaissance, qu'ils soient au Modem, qu'ils soient dans les diverses composantes de la majorité et a fortiori dans Horizon, à voter ce texte. Sinon, c'est un pacte de majorité que nous avons autour du président de la République. C'est un engagement de campagne. Sinon, qu'est-ce que l'exclusion n'a pas l'air de faire peur à certains, hein ? C'est pas une menace nucléaire pour eux. Mais chacun prend ses responsabilités. On est observé par les Français. Vous savez, j'ai quitté les LR il n'y a pas si longtemps que cela. C'était en 2021.
Et en même temps, j'étais de CLR qui étaient favorables à la majorité présidentielle et qui ont soutenu la majorité présidentielle. Parce que, avec mon expérience au RPR, à l'UMP, aux Républicains, j'ai toujours pensé qu'il y avait des moments où l'intérêt général devait primer et où, à l'intérieur d'une formation politique comme les Républicains, qui avaient souvent trouvé des accords avec ou une majorité dont nous ne faisions pas partie, ou une opposition dont nous ne faisions pas partie forcément, il pouvait y avoir des accords pour faire avancer le pays. Alors, et j'étais au-delà de ça même favorable à plus, à savoir que nous rentrions dans une logique de coalition. Aujourd'hui, toutes les grandes démocraties modernes dans notre pays sont entrées dans des logiques de coalition. Les LR n'y sont pas du tout, et au contraire, ils ont peur de ça. Vous les entendez, ces députés LR? C'est leur grave erreur. Pourquoi? C'est leur grave erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'une grande partie des électeurs LR sont plutôt favorables à la majorité présidentielle et à la majorité gouvernementale, parce qu'ils ont compris que pour qu'il y ait des réformes, il faut suivre un projet présidentiel qui a été adopté par une majorité de Français. Je rappelle qu'aux élections présidentielles et législatives, il y avait 2 candidats au présidentiel, 2 formations politiques qui avaient des candidats engagés aux législatives, qui avaient noir sur blanc dans leur projet de mettre la retraite à 65 ans. Bien, alors qu'est-ce que vous leur dites à ces députés? Parce qu'il faut juste préciser qu'il y a... Assumez votre engagement devant les Français, soyez responsables, et en même temps, peut-être que cela pourrait constituer une première étape d'une future coalition, parce qu'il y a encore 4 ans et un peu plus de 4 ans de quinquennat, et que la France a besoin... Mais attendez, monsieur Estrosi, hier, à cette même place, Olivier Véran, pour convaincre les députés LR de voter, il dit quasiment l'inverse de vous. Il dit, attention, si vous votez, vous ne ferez pas partie pour autant de la majorité, vous ne serez pas perçu ainsi. Et vous nous dites ce matin, non, au contraire. Il faut qu'ils votent, parce qu'au final, il y aura une grande coalition, et ils feront partie de la majorité. Les choses ne doivent pas s'arrêter à ce texte de loi. Nous voyons bien que nous avons besoin de nombreuses réformes. Le président de la République vient d'ouvrir des pistes sur une réforme institutionnelle. Mais alors les LR n'existeront plus, alors vous leur dites, vous sur l'immigration. Et pourquoi n'existerait-il pas? Pourquoi y a-t-il des coalitions en Allemagne? Pourquoi y a-t-il des coalitions en Belgique? Pourquoi y a-t-il des coalitions en Italie même, si elles ne correspondent pas forcément à ma manière de penser les choses, qui permettent d'avoir des majorités de réforme? Et il n'y en aurait-il pas en France? Bien, attendez, je résume. C'est-à-dire que ce matin, vous dites à ces députés LR récalcitrants et qui hésitent, votez, vous ferez partie d'une grande coalition plus tard. Je pense qu'il est plus sage de se dire la France a besoin de cette réforme et profitons de cette opportunité pour discuter avec le président de la République et avec le gouvernement d'autres réformes à venir sur lesquelles nous pourrions trouver des points d'accord, où chacun ferait un bout de chemin pour que pendant les 4 ans de quinquennat qui restent, on fasse gagner la France. Le problème n'est pas de se dire on se range derrière Emmanuel Macron, on reste chacun soi-même. Monsieur Estrosi, pourquoi l'intérêt général serait de votre côté? Pourquoi vous en auriez le monopole? Les LR s'opposent sur plein de sujets et estiment qu'ils ont peut-être raison aussi. Aujourd'hui, c'est le cas. Moi, j'ai toujours estimé, car au fond de moi-même, je suis un LR. Vous restez un LR? Mais on ne change pas dans sa vie. J'ai commencé ma vie publique, et même bien avant ma vie publique, à être d'abord un gaulliste social, un gaulliste libéral, y compris dans la vie antérieure à ma vie politique, lorsque j'étais dans la société civile, lorsque j'étais un sportif de haut niveau, d'accord, et je n'ai jamais changé et je ne changerai jamais. Et d'ailleurs, alors qui a changé, pardonnez-moi, Édouard Philippe, et aux côtés d'Emmanuel Macron, que je soutiens, et qui pour moi est le président qui est au rendez-vous des grands enjeux de ce début de 21e siècle, je reste ce que j'ai toujours été. Bien, alors qui a changé? Qu'on comprenne ce matin. Nous avons au centre du débat politique un texte qui est sorti de la commission mixte paritaire. Pardonnez-moi, je termine avec un élément essentiel sur les carrières longues, mais l'ajout de la décote a refroidi certains députés LR qui suivent. Est-ce que c'est Sarkozy et Estrosi qui ont changé, ou est-ce que ce sont les LR qui ont changé? Mais je vous pose la question. Eh ben, moi, je vous réponds que ce sont ceux qui restent des LR, puisque il ne vous a pas échappé qu'il y en a encore qui cette semaine sont partis. Il y avait encore le maire d'une grande ville de France
avec Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui est parti, ça n'arrête pas. Pardonnez-moi, ils sont peut-être peu, mais ils sont les arbitres du jeu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, est-ce que la menace de dissolution et le spectre de dissolution pourraient faire justement reculer, ou en tous les cas faire voter ces députés LR? Est-ce que cette menace est sérieuse, Christian Après, c'est un problème de conviction. Si on doit simplement, sur la peur d'une menace, moi je demande à ce qu'avec conviction, alors que les Français, même s'ils ne sont pas favorables à cette réforme, sont conscients que c'est le système par répartition dans notre pays qui est menacé aujourd'hui. Oui, mais ils estiment qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Donc, c'est-à-dire que ce matin, vous dites à ces députés LR, soyez cohérents avec vous-même, vous devez voter cette réforme. C'est ça le message? Soyez cohérents avec vos engagements de campagne électorale. Vous avez été élus sur cette réforme. Vous avez été élu. Et en même temps, vous êtes quelque part un peu gauchisé malgré tout, puisque vous avez, alors que vous êtes une formation politique qui est contre la dépense publique, qui est pour que l'on ne rajoute pas des charges de fonctionnement à l'État qui est déjà en difficulté par rapport au lourd déficit issu de toutes les crises multiples que nous avons connues, et qui aujourd'hui n'ont cessé de rajouter des dépenses dans un espèce de chantage avec le Premier ministre, et où le gouvernement a cédé pour essayer de trouver une majorité qui permette de faire un pas en avant, des dépenses qui font que, même si nous réformons, et il faut vraiment que nous réformions pour trouver au moins un équilibre jusqu'à 2030, mais c'est une garantie ou pas? Mais où il fallait trouver au moins une garantie jusqu'à 2035, à cause de ces dépenses supplémentaires, on sait qu'à 2030, il faut remettre à l'œuvre une nouvelle réforme. C'est-à-dire qu'on va refiler la patate chaude au prochain président et au prochain gouvernement en 2027. Même si la réforme est votée, il y a peut-être des mobilisations qui vont se poursuivre. Nous verrons ce qu'il en sera. En tout cas, il y a une grève qui va se poursuivre au moins jusqu'à lundi. C'est celle des éboueurs. D'ailleurs, je voulais poser la question au maire de Nice, et je vais parler de la maire de Paris. Quand vous êtes arrivé dans la capitale, qu'est-ce que vous êtes dit? Je suis arrivé hier dans la capitale. Et je dois dire que j'ai été confronté à une situation indigne de la capitale de la France. Un des pays, une des villes les plus prestigieuses au monde. J'ai honte pour mon pays à cause de la posture du maire de Paris. Qui, elle, dit à cause de la posture du gouvernement qui ne retire pas sa réforme des retraites. Oui, écoutez, on ne joue pas avec le service public qui est à la charge d'un maire. Le service des éboueurs, en l'occurrence, la collecte des déchets, de leur tri, de leur ramassage, c'est de la responsabilité du maire. C'est un service public qu'on doit assumer. On n'a pas le droit de traiter ses concitoyens de cette manière, avec tous les risques sanitaires qu'il y a à la clé. Donc je dis que quand on affiche sur la mairie de Paris qu'on soutient un mouvement avec les anneaux olympiques en dessous, c'est une honte. C'est indigne, et que d'abord le métier d'éboueur, pour moi qui ai repris en service municipal 70% de la collecte dans une métropole de 600 000 habitants et de 51 communes, où nous faisons du ramassage 6 jours sur 7 par semaine, dont 2 jours de ramassage avec les bacs jaunes, c'est-à-dire avec le prix sélectif, jusqu'à des communes et des villages qui sont à 120 km de Nice dans l'arrière-pays. On a compris que votre ville est épargnée. Oui, mais je dis ça parce que dans une collectivité comme la mienne, où on pratique 300 métiers différents avec 14 000 agents, le service public municipal ou métropolitain, c'est un service public de grande qualité, où on doit respecter, où on doit... Pour moi, le ramassage et le métier que font ces gens, c'est un métier d'une grande dignité. Oui, mais difficulté aussi, c'est pour ça qu'ils font grève. Avec lesquels il faut savoir discuter, auxquels il faut savoir apporter des réponses, par des primes. Vous savez que chez moi, pendant le Covid, ce sont les éboueurs qui aussi sont allés faire du portage à domicile, qui ont été volontaires, qui ont pris des risques. On retient le mot indigne. Pour qualifier, vous avez dit la gestion par la maire pendant la de Paris. tempête Alex qui a ravagé l'ensemble de l'arrière-pays, qui ont fait un travail extraordinaire. Mais on a entendu l'hommage, Christian Estrosi, mais c'est pas ça dont il parle. Ils veulent pas travailler 2 ans de plus. Non, c'est pas ça. C'est un maire
qui aujourd'hui les encouragent à ça. Bien. Et qui ne discutent pas avec eux pour leur apporter des réponses dans la pratique de leur métier qui relèvent d'un service public municipal. Même si une partie est effectuée par le privé, ça relève de la compétence et de la responsabilité du maire. On l'a entendu. Voilà pourquoi Merci. je soutiens d'ailleurs Rachida Dati dans les appels qu'elle a lancés à l'État pour qu'il y ait réquisition. Merci Christian Estrosi. Et vous revenez donc bientôt dans votre belle ville de Nice où il n'y a pas, si j'ai bien compris, de grève des éboueurs. Dès Merci. demain matin. Mais avant Bonne de- journée à vous.